Le bruit. Le bruit affecte notre santé. Le bruit nous gêne, nous fatigue, perturbe notre sommeil et augmente même le risque de crise cardiaque. L'OMS a calculé qu'on perd en moyenne une journée de vie en bonne santé par an à cause du bruit. Quand on examine l'impact environnemental des activités humaines, on ne peut pas négliger celui du bruit. C'est ce constat qui est à l'origine de mon travail de thèse. Mais ce sont mes convictions qui m'ont poussé à faire ce doctorat. Je pense que les scientifiques ont un rôle primordial à tenir sur les questions environnementales, parce que nous devons fonder notre approche sur la compréhension objective des limites physiques de notre monde. Devant la gravité de la situation, les scientifiques doivent passer du statut de veilleur à celui de réveilleur. C'est justement sous ce pseudonyme, Le Réveilleur, que je réalise des vidéos sur l'environnement. Ma conviction profonde, c'est que si nous ne changeons rien, nos sociétés courent à leur perte. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même si elle réduit de jour en jour, nous avons encore une marge de manœuvre. Pour en revenir au bruit, l'objet de ma thèse, ma brique dans l'édifice scientifique, est d'intégrer dans l'analyse du cycle de vie l'effet du bruit des transports routiers sur la santé humaine. Là, évidemment, il faut que je vous explique ce qu'est l'analyse du cycle de vie, ou ACV. C'est une méthode très efficace pour comptabiliser tous les impacts environnementaux d'un produit, que l'on peut ensuite regrouper en 3 grandes catégories. Épuisement des ressources, impact sur les écosystèmes et impact sur la santé humaine. Et l'ACV permet de le faire sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à sa mise au rebut ou à son recyclage. La grande force de l'ACV réside précisément dans son approche globale, on dit aussi holistique. La première entreprise à utiliser cette méthode fut Coca-Cola dans les années 70, qui voulait comparer l'impact environnemental de l'utilisation de bouteilles de verre par rapport à l'utilisation de bouteilles en plastique. C'est le plastique qui l'emporta, entre autres parce qu'il allégeait considérablement le poids des bouteilles et permettait d'importants gains dans la phase de transport. Car dans notre économie mondialisée, les transports sont responsables d'une part majeure de l'impact environnemental d'un produit. Raison de plus pour intégrer l'impact de leur bruit dans l'ACV. Comment je procède ? J'ai les connaissances accumulées par les épidémiologistes et des données réelles sur la région lyonnaise, trafic, topographie, population, que j'utilise dans de complexes modèles de simulation acoustique. Avec tout ça, je dois comprendre de quelle façon le bruit d'un camion roulant sur 1 kilomètre affecte la santé humaine. Et là, surprise, on constate que l'impact du bruit sur la santé, dont on entend peu parler, est du même ordre de grandeur que l'impact de la pollution de l'air, qui fait la une des journaux. Grâce à mon travail, l'ACV pourra donc intégrer systématiquement l'impact du bruit des transports routiers sur la santé humaine. Et si tous les chercheurs qui, comme moi, travaillent à intégrer dans l'ACV les différents problèmes environnementaux remplissent leur mission, on disposera un jour d'un outil puissant pour nous guider dans notre consommation quotidienne. On pourrait par exemple imaginer un affichage environnemental obligatoire, un peu dans la même logique que l'affichage énergétique. Cela nous aiderait à faire les bons choix dans la construction complexe et nécessaire de sociétés durables. Et maintenant, vous pouvez répondre au test. Bonjour à tous, vous venez de voir ma prestation de ma thèse en 180 secondes du 25 avril, où j'ai gagné le prix du public et pas le prix du jury. En fait, l'université nous a filmé, mais le film qu'ils nous ont donné n'avait pas une qualité énorme, pour le dire gentiment. Donc le film que je vous ai montré là, ça a été filmé par ma maman depuis le public, qui tenait un gros réflexe comme ça à la main, donc évidemment ça bouge un petit peu. En plus elle était à 10-15 mètres, donc c'était pas évident de rester sur sa cible. Donc j'espère que ça a été supportable et que vous avez quand même pu comprendre mon message. Alors déjà un petit mot sur ma thèse en 180 secondes, je pense que vous avez compris, mais c'est un concours où il faut présenter son travail de thèse en 3 minutes. Et là, je peux vous dire que c'est pas évident parce qu'une thèse, c'est beaucoup de travail, on aimerait dire beaucoup de choses dessus. Donc réussir à tout compresser en 3 minutes et rester intelligible, rester compréhensible et continuer à donner des éléments quand même sur ce qu'on a fait, eh ben c'est pas du tout un exercice facile. Alors après, comment ça se passe ma thèse en 180 secondes ? En fait, je me suis porté volontaire auprès de l'université. Il y a d'abord une présélection et ensuite on est formé par l'université pour aller à une finale locale. Donc des finales locales, il y en a une bonne vingtaine en France. Et la personne qui est sélectionnée par le jury, donc le gagnant de cette finale locale, va à la finale nationale. Et ensuite, les gagnants de cette finale nationale peuvent aller à une finale internationale, francophone. Tout reste en français, mais il y a une finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Comme vous l'avez compris, moi j'ai pas gagné le prix du jury, donc j'irai pas à la finale nationale à Paris mi-juin, mais j'ai quand même gagné le prix du public, ce qui est déjà cool. D'ailleurs, de façon assez ironique, moi je m'attendais plutôt, si je gagnais quelque chose, à gagner le prix du jury, pas le prix du public.
parce que je suis rattaché à l'université de Cergy-Pontoise où j'ai passé la finale locale, mais je passe l'essentiel de mon temps au Luxembourg. Donc en fait, sur place, je connais presque personne. Là, dans la salle, il y a ma directrice de thèse qui est venue me voir, merci, mais qui n'est pas restée, donc qui n'a pas voté pour moi, et j'avais ma maman, par chance. Et c'est tout, c'est tout. Alors que les autres concurrents sont sur place, ils sont plus connus, il y a leur laboratoire et tout ça, donc je pensais que j'avais aucune chance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 classes de lycéens qui ont été invités pour nous regarder, et ça leur donne envie de faire de la recherche, etc. Donc je trouve que c'est une excellente initiative de faire ça. Et en plus, ça a permis d'avoir un public neutre, ce qui est très bien pour ce type de concours avec un vote à la fin. Voilà, donc ça c'était super chouette. Je remercie l'université, je remercie les lycéens qui sont venus nous voir. Et je pense que c'est une excellente initiative. Après, on peut se demander pourquoi j'ai fait ma thèse en 180 secondes. Eh bien, c'est parce qu'en plus de mon doctorat et de ma chaîne YouTube, j'ai encore plein de temps pour faire plein de trucs. Non, c'est pas vrai. Non, c'était l'occasion pour moi de parler de mon travail de recherche, mais aussi de l'analyse du cycle de vie, cette méthode dans laquelle s'inscrit mon travail de recherche, et puis de l'environnement en général. En fait, ça avait un peu le même but que ma chaîne YouTube, c'était parler de l'environnement, faire entendre tous ces messages qu'on n'entend pas encore tellement dans l'espace public ou l'espace médiatique, et donc c'était vraiment ça mon but. Et puis en plus, c'est pas forcément les mêmes publics qui sont touchés par ma thèse en 1 seconde et par YouTube, donc ça aurait permis peut-être de ramener aussi des gens sur ma chaîne YouTube parce que j'aurais pu en parler. Bon là évidemment les finales locales sont beaucoup moins médiatisées que la finale nationale ou internationale, donc le fait que j'ai perdu ça fait que j'aurais moins de portée, mais c'était une bonne occasion pour moi d'essayer de continuer sur cette voie de parler de l'environnement et de vulgariser tous ces problèmes. C'était aussi l'occasion pour moi de monter sur les planches parce que j'ai fait pendant pas mal de temps du théâtre et de l'improvisation aussi, et que j'aime bien être devant un public qui est captivé, qui est à l'écoute. Ça fait quelque chose quand même. C'est un sentiment qui est hyper agréable, et pour avoir fait beaucoup de théâtre, je pense que je suis un peu accro à ce truc-là, donc c'était l'occasion de le retrouver, même si c'était que pendant 3 minutes. Je l'ai aussi fait parce que c'est un excellent exercice de vulgarisation. Il faut compresser un travail énorme en quelques minutes, il faut réussir à le placer dans son contexte, à montrer ce qu'on a fait de nouveau, et puis garder le message intéressant, réussir à captiver l'audience. Et ça, c'est un exercice difficile. Et en fait, quand on se propose, au moins à mon université, après on a le droit à une formation, et notre formateur a fait un excellent travail avec nous, il nous a consacré beaucoup de temps. J'ai appris plein de choses, et ça aussi c'est quelque chose de très positif que je retire de cette expérience en fait, cette formation. Alors je dis pas que mes vidéos vont devenir d'un coup extraordinaires, mais je pense que ça m'aide à vulgariser en fait. Ça m'aide à saisir l'essentiel, et puis ça apprend à mettre un peu de tonique, à mettre un peu plus de couleur dans ce qu'on raconte pour plus captiver le public. Ensuite, je me dis peut-être que mon ton est un peu trop engagé, parce que je sais qu'il y a des scientifiques qui n'aiment pas que leurs idées aient un impact sur la société, qui aimeraient rester en dehors, rester complètement neutre. Mais quand on travaille dans l'environnement, évidemment, on touche aux limites physiques dans lesquelles nos sociétés vivent. Donc ça a des implications politiques, même s'il n'y a pas d'engagement dans un parti ou quoi que ce soit. Juste, ça a des implications sur la façon dont nos sociétés s'organisent, ce qui est par définition la politique, et ça, on ne peut pas y échapper. Pour moi, l'environnement, ce qu'on découvre dans les sciences, ça a des implications politiques, et c'est normal. Mais je sais que c'est pas toujours apprécié. Et il y a des matières scientifiques qui ont aucune implication politique, et ça va très bien aux chercheurs qui sont dedans. Et si ce type de format vous intéresse, je vous encourage à aller sur la chaîne de ma thèse en 180 secondes. Il y a déjà plein de vidéos, des gagnants des années précédentes, mais aussi des gagnants des finales locales de cette année. D'ailleurs, vous pouvez voir la personne qui a gagné à l'université de Cergy, qui m'a battu. Et je vous encourage à aller voir parce qu'il y a pas mal de sujets intéressants, et le format est assez court, donc ça ne vous prend pas trop de temps. Et puis on se rapproche à grands pas des 2 ans de la chaîne. Donc pour l'occasion, j'aimerais bien faire une deuxième vidéo de questions-réponses, comme j'ai vu que la première avait eu pas mal de succès. Alors vous pouvez déjà commencer à poser des questions dans les commentaires, je vais commencer à les collecter en prévision de cette vidéo à venir, je ne sais pas trop quand. Évidemment, ne me posez pas les questions les mêmes que dans la première vidéo, parce que je vais pas répondre 2 fois aux mêmes questions. Et voilà, n'hésitez pas, je suis complètement ouvert. Je dis pas que je répondrai à toutes les questions, ça dépendra ce que c'est comme question, ça dépendra si ça a déjà été posé, ça dépendra combien il y en a. Mais allez-y, pas de restrictions. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ma petite prestation et les quelques commentaires que j'ai faits vous ont plu. Et puis je vous dis à bientôt sur le net.